Alors, pour penser l'avenir de l'anthropologie, il nous faut, je pense, au point de départ, bien comprendre la spécificité de cette discipline. Une discipline ambitieuse, englobante, hybride, qui, au niveau de son projet, étudie, en les comparant dans l'espace et dans le temps, des sociétés humaines de manière à mettre en évidence, du moins c'est l'objectif, leur parenté, leurs similitudes, leurs différences, pour ensuite essayer de dire quelque chose sur l'humain. Non pas que la découverte de ce qui est humain dans l'humain, bien comme un sous-produit, il accompagne en quelque sorte cette longue étude sur l'apparentement entre les sociétés, les cultures, les civilisations, et en même temps la mise en évidence des différences. Dans le contexte de l'Université de Montréal, contrairement à ma formation à la fois à Kinshasa, à l'université Lovanium, avec un intérêt pour les langues africaines, et ensuite à l'université Laval, où l'anthropologie sociale et culturelle est davantage développée, et que je me suis inscrit dans cette tradition, mais avec une formation antérieure du côté de la biologie, puisque je m'étais préparé à faire éventuellement de la médecine comme missionnaire. Et donc j'avais début de formation en baccalauréat, en biologie, biochimie, et donc cet ensemble d'influences, lorsque je suis arrivé à l'Université de Montréal, où je me suis trouvé en face d'une approche boasienne, avec les 4 sous-disciplines, donc cet intérêt fondamental pour l'anthropologie biologique, l'anthropologie physique, donc penser que nous sommes d'abord et avant tout des êtres vivants, des êtres biologiques, qui du dedans de leur existence de vivant peuvent se représenter la vie, m'apparaissait tout à fait recevable, et je me sentais fortement à l'aise à l'intérieur de cela. Ce que Boas aussi, ce sur quoi il a beaucoup insisté, c'est la nécessité de penser les sociétés contemporaines sur l'horizon de leur longue histoire. Et ce Boas, sans être lui-même un archéologue, a donné comme mission au département de Columbia, qu'il a développé véritablement, d'introduire au sein de la formation des anthropologues une archéologie préhistorique, c'est-à-dire d'avant l'écriture, puisque nous avions après cela l'archéologie dite classique, et qui commence au fond avec cette division entre les peuples sans écriture et les peuples qui ont laissé des documents écrits. Donc cette archéologie préhistorique qui me forçait à penser la longue durée des sociétés dans lesquelles nous travaillons. Et un troisième élément essentiel pour Franz Boas, qui lui-même a écrit
pratiquement des esquisses d'une dizaine de grammaires de langue amérindienne, la linguistique comparative, l'anthropologie linguistique, de bien saisir que la première production d'un groupe humain, c'est sa langue. C'est la langue, et avec tout le mystère, en quelque sorte, qui entoure le pourquoi de cette prolifération, en quelque sorte, à partir de familles relativement limitées en nombre, grandes familles linguistiques, prolifération au sein de chacune des familles de la différenciation linguistique. Par exemple, dans l'Ubangi, où j'ai passé 4 ans de ma vie, ce phénomène des quelques 40 langues monosyllabiques à ton qu'on y parle dérive toutes du proto-ubangien qui, il y a 4000 ans environ, était parlé dans ces populations. Plus au sud, on aura les Bantous, on aura les autres langues ouest-atlantiques et autres, des grandes familles, on aura les langues soudanaises de l'autre côté, et dans la longue vallée du Nil, également les langues nilotiques. Mais il y a là un îlot de langues particulières, et aujourd'hui, il y en a une quarantaine. En fait, nous savons que les peuples, sur le plan de l'identité, produisent des variations à partir d'un tronc commun. C'est ce phénomène qui permet de comprendre la multiplicité des langues, qu'on en parle 6 ou 7 000 aujourd'hui dans le monde. Et donc, l'anthropologie linguistique, absolument fondamentale, et l'importance dans la formation anthropologique. Nous produisons des sociétés, nous produisons des cultures, nous produisons des systèmes politiques, etc., etc. C'est tout le grand champ de l'anthropologie sociale, culturelle. C'est pour cela que, comme discipline, c'est extrêmement ambitieux. Nous sommes forcément en dialogue avec les sociologues, avec les politologues et l'ensemble des personnes qui réfléchissent sur les dimensions sociales, collectives, des groupes humains. Alors c'est extrêmement vaste comme projet, et on a pu, si l'on peut dire, mettre au travail, aussi bien dans le champ de l'anthropologie biologique, de la linguistique, du social, du culturel et de l'archéologie. Je crois qu'on travaille avec 3 grands ensembles de choses qui vont toujours rester et qui donnent un avenir incroyable à cette discipline complexe et ambitieuse. La première, c'est la comparaison. La comparaison. Nos approches sont comparatives. Elles sont comparatives au sens où nous recherchons, en posant, donc par rapport à des phénomènes donnés, mon champ c'est l'anthropologie médicale, des années, je me suis intéressé à la vision du corps, par exemple. Pourquoi le corps sera un corps mécanique, sera un corps énergétique, sera un corps hydraulique, où les liquides sont extrêmement importants, etc., etc. Nous avons de très, très nombreuses possibilités. Alors, la comparaison, c'est essayer de saisir les écarts plus ou moins importants qui différencient les mondes sociaux, culturels, entre eux.
c'est fondamental, l'anthropologie. Minimalement, c'est l'anthropologue porteur de sa propre culture d'origine qui est déstabilisé par son séjour plus ou moins long dans une autre société et qui ensuite, revenant et essayant de comprendre l'autre monde dans lequel il a essayé d'entrer avec plus ou moins de profondeur, s'il connaît bien la langue, s'il y séjourne suffisamment longtemps, s'il participe aux activités avec les personnes, etc., il devient, jusqu'à un certain niveau, donc l'autre, étant bien entendu qu'il ne faut pas trop s'illusionner sur notre capacité à nous transformer totalement, mais la comparaison va se faire avec la société d'origine. Lorsqu'on travaille dans une deuxième société, dans une troisième société, les comparaisons s'élargissent. Et si on ne le fait pas, au moins, je dirais de manière indirecte, par le biais des monographies que nous lisons sur les autres, alors nous aboutissons véritablement, continuellement, à un travail qui est un travail comparatif. Dans ce contexte, il y a une deuxième chose qui est essentielle pour nous, c'est le terrain. C'est que nous abordons le monde, on pourrait dire, toujours à partir du local. Et souvent en étudiant des phénomènes limités, c'est du micro, c'est délimité, c'est intensif plutôt qu'extensif. Et en même temps, nous savons que nous devons nous situer dedans, comprendre ce monde dans ses propres termes, j'y reviendrai, c'est la troisième grande caractéristique, penser le monde des autres dans les termes qu'utilisent les gens pour se penser eux-mêmes, et en même temps l'extériorité. Dedans et dehors, dans un va-et-vient continu, dans cette position extrêmement inconfortable d'être sur la frontière. Mais aussi, et pas seulement à cause du contexte de la mondialisation dont on parle tant, mondialisation, les sociétés sont en contact depuis toujours, d'abord sur une base régionale et parfois plus lointaine, au moins depuis 500 ans, le monde occidental est dans la conquête, mais il y a eu des empires, il y a toutes sortes de choses. C'est que le local est toujours compris dans sa relation à travers les frontières difficiles à délimiter avec du global. Ça, c'est absolument essentiel. Beaucoup de choses circulent, sont métabolisées. Les cultures sont faites d'emprunts, mais réorganisées, repensées à partir des catégories primordiales et tout cela. Donc, le terrain est quelque chose qui nous définit profondément tout autant que la comparaison. À l'âge dit de la mondialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, bien sûr, il y a de plus en plus d'échanges, il y a de plus en plus de circulation d'idées, de plus en plus de circulation de techniques, de marchandises, de symboles, etc., que nous retrouvons et qui viennent parasiter le système dominant qu'une société, au niveau local, s'est donné. Vient se superposer, vient se recomposer à l'intérieur de tout cela. Mais en le saisissant, si l'on peut dire, à partir d'une grand-mère élémentaire, qui est celle qui est dominante dans le groupe, on voit comment ces éléments étrangers sont repris. Et ça a toujours été le cas, mais maintenant, l'échelle est beaucoup plus grande. On pourrait dire que sur le plan de la méthode des multisites a poussé de nombreux anthropologues à penser que parfois il faut qu'ils échappent à la scène locale qui a été notre tradition, un lieu d'inscription, la vie avec les gens dans un espace donné,
et qu'on va avoir un autre site qui va être différent, puis éventuellement un troisième site, le multisite. C'est pas facile, cette méthode, mais peut-être qu'elle sera rendue nécessaire à un certain moment, précisément à cause de la densité des relations qui se font aujourd'hui entre les sociétés. Il y a une troisième caractéristique de notre travail qui m'apparaît être essentiel et qui, je dirais, c'est quelque chose qui fait partie presque de l'ABC de la formation de l'anthropologue, mais c'est un élément capital, et cela dans les 4 sous-disciplines qui composent, si l'on peut dire, l'anthropologie, de l'homme comme être biologique, de l'homme comme être de langue, de parole, comme être social et comme s'inscrivant dans une longue histoire. Ça, c'est fondamental. C'est un concept qui, en Amérique du Nord, va être celui de culture, qui domine. C'est que nous sommes des producteurs de systèmes de sens, de mythologie, de théologie, de tout un ensemble de représentations qui nous construisent. Je pense que tous les groupes humains sont bien conscients qu'ils inventent une définition de l'humain et que cette invention réagit sur eux, qu'ils se définissent à partir de cette invention. Je ne crois pas que la naïveté soit telle qu'on n'est pas conscient de... Mais comment expliquer ces différenciations? Il est toujours fasciné par le fait que nous ne parlons pas tous une même langue, les humains, comme nous trouvons, même s'il y a des variations dans les règnes animal, n'en reste pas moins que la structure de base semble être plus prégnante. Et là, c'est là que commence le travail anthropologique. Je vois par exemple dans tout un courant de l'anthropologie biologique, on dit, écoutez, les cultures humaines sont essentiellement le résultat d'un processus adaptatif à un environnement. Il risque d'y avoir un gros déterminisme là-dedans. Je ne suis pas convaincu que tous les éléments d'une culture sont forcément adaptatifs. Il y en a qui sont incontestablement, on peut dire, des éléments qui s'inscrivent à travers la technologie adaptée à un environnement qui produisent des choses. Mais il y a des systèmes de sens, des valeurs que les groupes mettent de l'avant qui probablement sont davantage de l'ordre d'une certaine créativité, d'un arrachement à ce déterminisme qui est là. Ce troisième élément pour les anthropologues a lui aussi, je dirais, un avenir extraordinaire, au sens où d'abord nous continuons à inventer les cultures, ce qui est absolument formidable. Nous les recomposons à partir d'éléments qui viennent d'un endroit et qui sont intégrés localement. Et pourquoi je pense que nous serons capables, à l'âge de la mondialisation,
d'être innovateurs et qu'une nouvelle génération d'anthropologues vont, à mon avis, être encore capables de produire des œuvres extraordinaires, c'est que dans nos approches, nous avons été capables de combiner les grands courants, appelons-les sémiologiques, toutes les idées de la représentation, capables de saisir un intérêt pour les pratiques des acteurs sociaux. Cela, c'est absolument formidable. L'écart qu'il peut y avoir entre la règle, elle, ancrée dans des représentations et dans des systèmes qui pourraient nous apparaître relativement rigides, mais comment les acteurs sociaux s'en éloignent, jouent avec cela, en quelque sorte, donc la pratique des acteurs sociaux, notre intérêt pour tout l'environnement, sans être déterministe, mais quand même, depuis l'écologie culturelle, nous avons toujours pensé que les techniques qui sont développées le sont grandement par rapport à un environnement qu'on veut essayer de dominer. Et puis l'entrée, toutes ces dernières années, dans l'anthropologie, des discours du dedans des sociétés où nous avions l'habitude d'aller, les post-colonial scholars. Et qu'est-ce qu'ils nous ont appris, les post-colonial scholars? Quelque chose que nous savions, ce que nous avions comme projet, c'est-à-dire nous allons penser l'autre dans ses propres termes, connaissance de la langue, proximité, et tout ça. Et que disent les colonial scholars? Au fond, ils disent, nous n'avons pas besoin des catégories occidentales pour nous penser nous-mêmes. Nous produisons nos propres catégories qui nous permettent de nous penser. Je pense qu'une anthropologie, dans sa mission, dans son projet fondamental, part de l'idée qu'au fond, toute société permet de penser les autres sociétés, c'est-à-dire les catégories produites par l'Inde, des grands traités philosophiques, des grands traités, les catégories qui sont là et qui ne sont pas les catégories du monde occidental, qui ne sont pas les catégories de l'Afrique, permettent de penser, non seulement de se penser soi-même, mais de penser l'Europe, de penser l'Afrique et le monde de la méridionalité. Cela, ça m'apparaît quelque chose d'absolument essentiel. Cette entrée-là des post-colonial scholars aussi équipe l'anthropologie d'une façon, je dirais, adéquate, je pense, pour saisir le monde contemporain. Et on pourrait continuer la liste, les post-modern studies, et là, ça ouvre tout un champ extrêmement intéressant, passionnant, des débats, là, qu'est-ce que c'est exactement cette affaire-là, mais en tout cas, et on pourrait continuer, les gender studies et tout ça. Tous ces nouveaux mouvements qui sont venus s'ajouter aux approches qui étaient plus traditionnelles de l'anthropologie, l'enrichissent et lui donnent un avenir. J'en ajouterai rapidement encore deux. La question de l'éthique. Vraiment, les questions éthiques qui ont pénétré l'anthropologie, donc ces systèmes, en quelque sorte, de questionnement moral interne à chacune des sociétés et qui permettent, je pense aux généalogies des morales,
c'est absolument, absolument extraordinaire. Et la dernière, non pas qu'elle soit la dernière, mais qu'il m'apparaît être un puissant levier sur lequel on va s'appuyer, ce sont toutes les approches du politique. Comment le politique a envahi nos disciplines dans la lignée de Foucault, mais des différentes philosophies du politique extrêmement, extrêmement riches, tous ces phénomènes. Alors, tout ça se conjugue en même temps. Il ne faudrait pas oublier, bien sûr, l'économique et tout. Mais l'anthropologie est aujourd'hui équipée précisément sur le plan conceptuel et sur le plan des approches théoriques d'une façon exceptionnelle parce qu'elle a su dès le départ, c'était son projet fondamental, le dialogue avec les autres disciplines où elle va recueillir ce que les autres disciplines peuvent lui apporter. C'est un peu encyclopédique, cette affaire-là. C'est extrêmement difficile et ça va être difficile à pratiquer. D'autant plus que je suis convaincu, pour ma part, qu'une anthropologie doit s'achever dans la philosophie. Elle doit s'achever dans un questionnement sur qu'est-ce qui est humain. Qu'est-ce qui est humain? Certains le mettraient au point de départ, si l'on veut. Peut-être. Je crois que ça va accompagner tout ce que nous faisons dans la société où nous travaillons, mais il est certain en tout cas que, et je m'en rends compte en vieillissant et après avoir travaillé de longues années en Afrique, travaillé en Amérique du Sud, dans différentes équipes, et en Inde maintenant avec Hélène, et que je ne peux que me questionner sur, au niveau profond, philosophique, sur ce que c'est que l'humain. Pourquoi toutes les sociétés ont besoin de créer de la transcendance? Incroyablement. Pourquoi la tension entre le groupe, qu'il faut la solidarité, mais permettre une marge? Espace de respiration peut-être du social, pour ne pas que ça devienne totalitaire, enfermant, etc. Il y a toute une série de questionnements là qui touchent les fondements même de ce qui nous constitue comme humains.